Hello mes Pams! Vous le savez, sur cette chaîne, je veux partager le meilleur pour vous aider à vous sentir mieux dans votre corps et mieux dans votre tête. Que ce soit dans mes coachings, dans mes groupes ou dans les messages que vous m'envoyez, j'ai remarqué que vous étiez nombreux à avoir encore des difficultés dans la gestion du célibat, dans la recherche du grand amour et parfois dans vos relations de couple. Du coup, je me suis dit que quoi de mieux que d'aller à la rencontre d'une experte du sujet. Et donc aujourd'hui, j'interviewe Cristina Marquez. Bonjour Cristina. Hello Elise. Alors aujourd'hui je suis avec Cristina Marquez et je vais te laisser te présenter, nous dire quelle est ta spécialité. Ok, écoute, je suis psychopraticienne spécialisée en dépendance affective amoureuse. Et comment j'en suis arrivée là? Alors j'ai pas fait ce métier toute ma vie, hein. Je suis passée par la dépendance affective, hein. C'est personnel, c'est vraiment mon histoire personnelle qui m'a amenée à me passionner par le sujet et qui a fait qu'il y a 5 ans, j'ai vécu une reconversion professionnelle. J'étais comptable avant de faire ce métier-là. Bon, après, on n'arrive pas comme ça par hasard dans ce métier-là, hein. Ça a été une vraie révélation pour moi à travers mon propre processus de guérison, un vrai travail que j'ai fait d'autothérapie qui m'a permis vraiment de me sortir de ma souffrance, hein, qui a duré plusieurs années. Mais effectivement, ça a été une révélation pour moi et c'est à partir de là que j'ai commencé à me former et que ça a été une évidence que j'avais envie de transmettre ça. D'accord, alors là on a envie de tout savoir sur toi, absolument. Pour être sûr que les gens qui nous regardent parlent bien de la même chose que toi, comment tu définirais la dépendance affective? On est dépendant affectif quand on réalise qu'en fait on ne vit qu'à travers l'autre. En fait on devient nécessiteux vis-à-vis de l'autre personne. Un dépendant affectif, il ne dépend pas de tout le monde. Il va dépendre exclusivement d'une ou plusieurs personnes bien définies parce que ces personnes nous procurent l'illusion que c'est seulement à travers elles qu'on peut se sentir bien, c'est seulement à travers elles qu'on peut avoir des projets, qu'on peut exister, qu'on peut s'accomplir. Alors qu'en réalité, notre nature en tant qu'être humain, c'est effectivement de coexister, de co-créer les uns avec les autres, mais pas d'être dépendant d'une personne en particulier. Et le dépendant affectif, en fait, il ne vit qu'à travers l'autre, il ne vit que pour l'autre. Et particulièrement dans les relations amoureuses, c'est là où en fait on va pouvoir identifier plus facilement le degré de dépendance affective. Mais en général, quand on vit de la dépendance dans les relations sentimentales, on en vit également dans d'autres relations, les relations parents-enfants, les relations amicales et même les relations professionnelles. La dépendance affective, c'est une blessure émotionnelle qui est activée dès notre enfance et les premières personnes avec qui elle va être activée, ça va être nos parents, bien évidemment. D'accord, donc déjà c'est vraiment super intéressant de se dire que dépendance affective, on ne parle pas uniquement du couple, voilà, c'est aussi tout un tas de relations. Et d'après toi, comment on fait pour sentir qu'on est dépendant affectivement? Alors, la meilleure des manières pour pouvoir le vérifier, justement, c'est dans sa relation amoureuse, quand on commence à réaliser que on va d'une relation à une autre, qu'on répète en allant d'une relation à une autre, ou même parfois en étant dans une seule relation, mais dans laquelle on est en souffrance, parce que en fait, on n'en est pas conscient, hein, la plupart du temps c'est ça. C'est pour ça que je te pose la question. On n'en est pas conscient, mais dès l'instant où on commence à réaliser qu'on est en souffrance dans la relation, parce que il y a particulièrement la peur de perdre l'autre, particulièrement la peur d'être abandonné, d'être confronté à une situation de solitude, c'est le premier élément déclencheur qui peut nous permettre de réaliser qu'on vit peut-être de la dépendance affective. Ceci dit, tout le monde vit de la dépendance affective. Il n'y a pas un être sur Terre qui ne vit pas de dépendance affective. Ce qui va faire que la souffrance va être plus ou moins intense, c'est le degré. Et ce degré, en fait, il va se vérifier en fonction des situations qu'on a vécues. Plus on a vécu de situations dans lesquelles on a eu une interprétation qui nous a amené à développer cette peur d'être abandonné, cette peur de déplaire, d'être évincé par l'autre, de ne pas être accepté par l'autre. Et plus effectivement, on va nourrir cette peur tout au long de notre vie, depuis le moment où elle a été activée dans l'enfance, jusqu'à ce qu'on devienne adulte et jusqu'au jour où on en prend conscience. Donc dès l'instant où on sent qu'effectivement
Dans la relation, on a peur d'être abandonné, on attend sans cesse un retour de l'autre, par exemple un SMS, un appel qui n'arrive pas. Quand on rencontre quelqu'un et que tout se passe bien dès le début et que très rapidement on réalise que l'autre il disparaît et qu'il n'est plus là et qu'on attend un retour, bah ça c'est de la dépendance. Le dépendant vraiment dans un degré extrême, il va s'emballer très vite dès le début de la relation. Et plus il s'emballe, plus justement il est dans une dynamique un peu de, comment te dire, on est dans une relation dans laquelle quand on rentre dans cette relation, c'est un peu magique, tu sais. Autant c'est tout là-haut, autant très rapidement tu peux redescendre. Et effectivement, ça démontre à quel point le degré il est important. D'accord. Donc ce que je comprends, c'est qu'on est vraiment tous des gros dépendants affectifs, d'accord? Pas forcément des gros, mais on est tous dépendants affectifs. T'as raison. Donc la dépendance affective, c'est quelque chose qui est normal chez l'humain, mais il y a un degré au-delà duquel ça devient une souffrance et ça devient compliqué à gérer. Et donc tu as commencé par nous dire que toi-même tu avais vécu ça. À quel moment tu t'es rendu compte que tu avais passé un degré qui t'handicapait dans ta vie, dans ton bonheur et qui vraiment te faisait souffrir? Ben moi, il m'a fallu 16 ans de relation. J'étais mariée depuis 16 ans dans cette relation qui était devenue toxique et j'en étais pas consciente, je ne le savais pas. Il a fallu que je touche le fond dans le sens où en fait la vie, entre guillemets, m'a avertie à travers des douleurs physiques. Donc c'est mon corps qui a parlé puisque je n'écoutais pas mes émotions, je ne savais pas les écouter, tu vois. Je ne savais pas être à l'écoute de mes besoins, je ne savais même pas les identifier. Donc à force d'avoir vécu pendant des années et des années sans écouter mes émotions et mes besoins, ben, il a fallu que mon corps me parle. C'est souvent le cas. On en arrive souvent à des extrêmes. Donc je sais absolument ce que c'est. Voilà. Quand ton corps te parle, c'est souvent que tu touches le fond. Et donc c'est très intéressant d'avoir ton retour sur ça. Donc là, ton corps t'a alerté. Il a sonné l'alarme. Tu vois, à ce moment-là, je venais d'être maman pour la deuxième fois. Mon deuxième enfant avait 6 mois. Et j'en étais arrivée à un stade où j'avais tellement de problèmes physiques que j'arrivais même pas à prendre mon bébé dans mes bras. Ouais, donc burn-out complet, le corps qui te lâche. Exactement. Et en fait, il a été nécessaire pour moi d'arriver à ce stade-là pour que je me pose des questions. Et je me pose les bonnes questions, tu vois. Parce que souvent, pendant longtemps, on va se poser des questions, mais elles sont toujours en rapport avec l'autre. On cherche toujours on est souvent persuadé que notre bien-être dépend du changement de l'autre. Oui. Même si on croit qu'on ne veut pas changer l'autre. Ça, c'est très difficile également à en prendre conscience. Mais dès l'instant où on commence effectivement à se poser des questions à propos de soi, pourquoi nous, on souffre, pourquoi on vit ça, et qu'on réalise qu'en fait, c'est une répétition. Tu vois, moi, j'avais vécu que cette relation-là. Hein, j'étais dans cette relation depuis 16 ans. Pendant ces 16 ans, je vivais de la dépendance et je ne le savais pas. Oui, parce qu'en plus, tu étais sur le même schéma qui se répétait avec la personne sans connaître autre chose. En permanence. Et en fait, le degré de souffrance n'arrêtait pas d'augmenter jusqu'au jour, bien sûr. Oui, donc en plus c'est fait crescendo jusqu'à ce que tu lâches complètement, quoi. C'est fait pour, pourquoi est-ce que justement le degré il augmente, ça va crescendo effectivement, mais parce que c'est fait pour que tu puisses effectivement en prendre conscience. Si ça reste en fait au même niveau, que c'est supportable, ça peut durer très longtemps. Oui, et puis en plus ton corps t'alerte jusqu'à ce que tu en prennes conscience, c'est-à-dire que ça augmente parce que comme t'as pas prêté attention aux précédentes alertes, il continue jusqu'à ce que tu écoutes, quoi. Donc parfois, en fait, la vie, le seul moyen qu'elle finit par trouver pour t'alerter, c'est d'aller jusqu'à utiliser ton corps, donc des malaises physiques, des maladies, et ça peut aller même plus loin que ça peut être également des accidents. Oui. Comme si tu avais besoin d'un gros coup là pour te réveiller. D'accord, donc en fait là, ça a été le choc. Ouais, ça a été ça pour moi. Il y a eu des alertes jusqu'à un point de non-retour. C'est ça. Au-delà de la prise de conscience, de la souffrance qui a été associée, qu'est-ce qui t'a dit, qu'est-ce qui t'a fait amener vers du positif, t'as touché le fond, mais qu'est-ce qui t'a fait rebondir vers ce changement positif? En fait, si tu veux, je dis souvent que la vie est très généreuse et très intelligente dans le sens où, quand effectivement tu commences à te poser les bonnes questions, où tu ne te focalises plus sur les autres, mais tu sais qu'il y a quelque chose en toi qui a besoin d'être considéré, et la vie, elle t'amène les réponses.
quand tu te poses ces bonnes questions, la vie t'amène les réponses. Et moi, les réponses, elles sont venues à travers une amie que j'avais dans ma vie à cette époque-là, qui est toujours dans ma vie aujourd'hui, tu vois. Et en fait, c'était la personne à qui je me confiais à chaque fois que j'allais mal. Et quand je me suis confiée à elle, parce que j'en étais arrivée à un stade où en fait, vraiment, j'allais très mal, en réalité, moi, je n'avais pas pris conscience que je lui racontais la même histoire tous les jours, tu sais. Elle, elle le voyait bien, mais moi, je n'avais pas pris conscience que tous les jours, je me plaignais. Et ce jour-là, il est arrivé un jour, en fait, justement, quand j'étais à la période la plus critique de ma vie, je l'appelle vraiment comme ça parce que ça a été le cas. J'ai pas revécu, je me souviens pas d'avoir revécu une période de ma vie. Ouais, c'est ça. Eh bien, en fait, elle a eu le courage d'oser me dire qu'elle en avait ras-le-bol de m'entendre me plaindre, tu vois. Et qu'elle n'avait pas de solution pour moi, elle ne savait plus quoi faire pour moi, elle avait essayé de m'aider autant qu'elle avait pu. Et là, elle m'a proposé de me prêter un livre. Voilà. Et là, on a tous envie de savoir lequel. Bien évidemment. Alors, j'en ai souvent parlé. Les personnes qui me connaissent déjà, elles le savent. C'est les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Donc, j'ai accepté qu'elle me prête ce livre parce que la manière dont elle m'a répondu m'a interpellée, hein, vraiment. Hein. Et surtout que tu savais que c'était une amie, donc tu lui faisais confiance. Je suppose que si elle te disait ça... Absolument, mais en même temps, sa réponse, la manière dont elle m'avait répondu m'avait vraiment choquée parce que je ne l'avais jamais connue sous cet angle-là. Ouais. Et on est rentré, en fait on était à l'extérieur, on est rentré, elle m'a prêté ce livre et j'y ai passé une bonne partie de la nuit à le lire. Je l'ai quasiment lu dans la nuit et le lendemain, j'ai été lui rendre parce que j'avais absolument envie de m'acheter ce livre-là et de l'utiliser pour moi. En fait, j'ai réalisé que j'avais envie de stabilosser énormément de choses. Oui. Ça me concernait tellement. En fait, je venais de découvrir un livre qui me connaissait mieux que moi-même. Ce livre en quelque sorte, il me révélait ce que je savais, ce que j'avais au plus profond de moi, mais que pendant toutes ces années, je m'évertuais de cacher, parce que l'éducation que j'avais reçue m'empêchait de montrer qui j'étais véritablement. D'accord. Et ce livre me disait en réalité, tout ce que tu essayes de cacher, en fait, c'est ta nature. Et la raison pour laquelle tu souffres, c'est parce que tu caches ta nature et que tu ne te donnes pas le droit d'être toi-même. Alors ça a été une révélation pour moi. Ma vie a changé du jour au lendemain. D'accord. Ma perception a changé du jour au lendemain. Alors là c'est génial et j'en profite pour faire une petite parenthèse parce que je pense que dans ceux qui nous regardent, nombreux sont ceux qui ont leur corps qui ont parlé, ceux qui ont touché le fond. Il y a aussi ceux qui ont vécu ce livre Révélation. Et donc du coup c'est vraiment super de voir que là aujourd'hui on interviewe Christina et qui a un parcours finalement comme on a été nombreux à voir. J'en suis persuadée d'ailleurs. Et c'est formidable parce que ça a été ta révélation et le point qui a changé ta vie. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent et qui te suivent et qui me suivent et qui cherchent ça. C'est-à-dire qui sont dans cette phase de transition, qui ont peut-être eu la révélation, qui ont peut-être touché un point de non-retour et qui ont besoin d'aiguillage, de conseils, d'être suivis et coachés. Et c'est là du coup où je voudrais faire le lien. C'est comment toi maintenant, déjà, quelles sont les clés qui t'ont aidé ? Et après, on pourra parler de comment maintenant, toi, tu aides des gens. Si tu veux, moi, à l'époque, ce livre a été une véritable clé pour moi, mais il a été le déclencheur, en fait. Voilà. Par la suite, j'en ai lu des dizaines. Je suis devenue passionnée par le sujet. En fait, je me suis passionnée d'abord par la connaissance de moi-même. Ouais. Et ensuite, je me suis passionnée par l'être humain dans toute sa splendeur, parce que j'ai appris en fait à m'observer moi et à observer l'être humain sans jugement. C'est fascinant. On s'en lasse pas. Ça, c'est le genre de truc qu'on ne s'en lasse pas. C'est pas par hasard que 10 ans plus tard, j'ai vécu cette révélation où effectivement, je voulais changer de métier. J'aurais jamais imaginé une seule seconde que je ferais ce métier-là. Hein. C'était pas du tout... Oui, mais là, c'était devenu une vocation, en fait. Oui, exactement. J'y ai vraiment trouvé une passion qui m'a nourrie à partir de là. Ça a radicalement changé ma vie. Ça a commencé par mon histoire personnelle, c'est-à-dire que pendant 16 ans, je n'arrivais pas à quitter cette relation dans laquelle j'étais en grande souffrance depuis très longtemps. Eh bien, le fait d'avoir commencé à faire ce travail sur moi,
Ça m'a demandé à peine 2 ans, c'est rien par rapport aux 16 ans de souffrance. Oui, ça m'a demandé à peine 2 ans pour quitter cette relation. Ouais. La quitter dans l'amour, vraiment l'amour pour moi, parce que je l'ai quittée sans souffrance aucune. Autant ça a été une véritable souffrance, ces 16 années de relation. Et j'ai vraiment cru que je ne réussirais jamais à quitter cette relation parce que j'étais très attachée. La première chose que j'ai appris à distinguer, ça a été distinguer l'amour de l'attachement. J'ai réalisé qu'en fait, ce que je vivais dans cette relation, ce n'était pas de l'amour, c'était de l'attachement. J'étais persuadée que c'était l'amour. En fait, c'est cet amour-là qui nous est enseigné par la société de manière générale. Oui, mais c'est pas de l'amour, ça. Le vrai amour, il libère, il n'attache pas. Non, il n'emprisonne pas. Et il fait pas souffrir. Exactement, tu as tout compris. Et donc il m'a suffi de 2 ans de lecture. À l'époque, c'était seulement... Mais j'en avalais des quantités incroyables. C'était... tout ce que je découvrais, c'était hallucinant pour moi. Et ça m'a tellement passionnée qu'effectivement, ça a complètement changé ma perception de la vie, ma perception des relations. Et ça m'a nourrie d'amour. Je me suis nourrie d'amour d'abord pour moi. Ouais. Et effectivement, les actions pour quitter cette relation m'ont demandé à peine 3 mois. Et sans aucun effort, tout a été fluide. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, tu as appris à t'écouter. Exactement. Et les résultats ont été assez immédiats. J'ai appris à me connaître, j'ai appris à identifier mes besoins. Et effectivement, après, tout coule de source. Mais il y a une première phase dans laquelle il y a un apprentissage qui est fait. En fait, la manière dont on existe, dont on se comporte dans la vie, elle est basée sur un apprentissage qu'on a eu. Oui. Donc, tout s'apprend dans la vie. De la même manière qu'on a appris à être l'opposé de soi, on peut également apprendre à devenir qui on est véritablement. Et c'est tout le processus de la vie d'ailleurs. C'est ça, je suis tout à fait d'accord, parce que comme tu le sais, on en avait parlé sur cette chaîne, on parle de comment être positif et comment être soi-même. Et c'est pour ça que j'avais beaucoup apprécié quand on avait fait notre premier échange, parce que si vous suivez Christina, c'est ce qu'elle défend, c'est-à-dire d'avoir la possibilité d'être heureux en s'aimant soi, et après... ça n'empêche pas d'avoir des connexions saines et le vrai amour, le vrai bonheur sans souffrance. Oui, et donc du coup, ton autothérapie, elle a commencé à ce moment-là en fait. Absolument. Tu as fait le vide dans ta vie. C'était en 2002. 2002, hein, ouais. Je suppose que ça doit te paraître... d'être passé très rapidement après. C'était en décembre 2002, je me souviendrai toute ma vie parce que c'était veille de Noël et jusqu'à cette période-là, j'avais la croyance que les fêtes de Noël, c'était toujours des drames pour moi. C'est vrai ? Ah oui, et ça l'a été en fait, tu vois, jusqu'à ce moment-là, jusqu'à cette année-là. À cause de quoi ? Parce que tu sais que en fait tout ce qu'on vit c'est le résultat de nos croyances. Peut-être que je vous ne savez pas. Voilà, mais une des premières choses que j'ai apprises dans mes lectures, et ça a été une vraie révélation pour moi parce qu'après je l'ai transposé dans tout ce que j'avais vécu, qui avait été des drames dans ma vie. Et effectivement, la première chose que j'ai appris, c'est qu'on crée tout ce qu'on vit. Nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive. Par nos pensées et par les croyances limitantes qu'on peut avoir, qui nous ont été enseignées ou qu'on se soit... En fait, nos pensées répétitives, récurrentes, deviennent des croyances. Nous sommes ce que nous pensons. Exactement. Puis après, tu crées tout ce qui t'arrive dans ta vie d'abord à partir de tes pensées, qui deviennent des croyances, puis qui deviennent des paroles, puis qui deviennent des actes. Et tout ça, c'est associé à une vibration intérieure. La vibration à l'intérieur de toi, elle est d'une puissance extraordinaire. C'est vraiment l'énergie qui crée tout ce qui t'arrive. Je ne peux que être d'accord avec toi. Et ça, ça a été le trésor, vraiment le gros trésor que j'ai découvert et qui m'a permis en fait de prendre le pouvoir de ma vie et de ne plus laisser ce pouvoir aux autres. Et on sent que tu t'es complètement libérée, que tu te sens bien, que tu es apaisée dans ta vie. Et donc là, tu nous as raconté alors une petite bribe, même si je vous invite, et je fais le parallèle, à aller creuser l'histoire de Christina. Elle a fait 2 livres sur ce sujet. Exactement. Donc, alors, mon histoire, vraiment, je la raconte en particulier dans mon premier livre, Confidence d'une ancienne dépendante affective. Voilà. Mais moi, ce que j'aime dans l'écriture de mes livres, c'est de ne pas en faire une biographie authentique, quoi. C'est vraiment de donner de la théorie et d'y associer
propre vie, des exemples concrets de mon expérience, puis d'expérience de personnes également que j'accompagne aujourd'hui et qui m'autorisent en fait à partager. Et puis ce que j'aime beaucoup, c'est de donner à la fin de chaque chapitre des exercices bien ciblés, bien expliqués, pour que le lecteur il puisse les utiliser et faire sa propre autothérapie. Voilà, donc c'est ça. C'est pas une autobiographie, c'est pas que elle nous raconte sa vie. C'est un savant mélange entre tes conseils et ton passé pour connecter un peu ce que tu as vécu et ce que tu recommandes aujourd'hui. Exactement. Et donc du coup, j'aimerais aussi qu'on parle un petit peu de cette nouvelle vie qui quand même compte énormément. Donc finalement, tu as fait table rase sur ta vie, sur ce que tu avais envie comme besoin, comme émotion, comme envie future, aussi bien professionnellement que personnellement. Et donc, tu as fait une transition radicale. Donc, tu as quitté la personne où c'était une relation toxique. Absolument. C'était le père de mes enfants. Effectivement, aujourd'hui, j'ai une belle relation avec cet homme, qui est une relation qui n'est pas une relation amoureuse. Mais ça a mis des années pour en arriver là. Mais parce que moi, j'avais aussi un travail à faire sur moi, dans le sens où j'avais à prendre mes responsabilités. Et tu as décidé d'étendre un petit peu le processus, puisque au-delà de le faire sur ta vie amoureuse, tu as décidé de continuer à chercher ce qui te rendrait encore plus heureuse. C'est ça. Et là, on en vient à ton métier d'aujourd'hui. C'est ça. Donc, ça fait 5 ans que je suis psychopraticienne, spécialisée dans cette thématique. Voilà. Et effectivement, en fait, ça a été une révélation pour moi en 2012, quand j'ai décidé de faire encore un autre travail plus approfondi. Donc ça faisait depuis 10 ans que je travaillais sur ma dépendance affective. Quand j'ai quitté cette relation, j'ai guéri particulièrement un aspect malsain dans mes relations qui était la violence, qui était la toxicité. Je ne l'ai plus revécu après dans mes relations. Mais j'ai encore entretenu diverses relations pendant ces 10 années, où chaque relation est venue, m'a permis de prendre conscience de tel ou tel aspect de dépendance dont en fait, dans chaque relation, j'ai avancé. Tu as toujours appris. Absolument. Je suis, à partir du moment où j'ai découvert que je souffrais de dépendance affective, j'ai toujours utilisé les relations, utilisé pas dans le sens où je profitais de la personne, mais dans le sens où j'apprenais à me connaître davantage et à prendre conscience davantage des blessures émotionnelles que j'avais pour justement pouvoir travailler sur ces blessures et apprendre à m'aimer. Pourquoi est-ce que je dis que c'est nécessaire d'apprendre à s'aimer ? Pour moi, le meilleur moyen d'être bien en couple, d'être heureux en couple, c'est d'apprendre d'abord à être heureux avec soi-même, d'être bien avec soi-même. Et la vie me l'a démontré. Vraiment, aujourd'hui, c'est pas une conviction, c'est une expérience. Je l'ai expérimenté, je l'expérimente chaque jour. Je ne peux pas aimer véritablement les autres si je ne m'aime pas d'abord soi-même, et tout part de moi. Tout comme je ne peux pas me sentir aimer des autres si je ne m'aime pas d'abord moi-même. La manière dont je me sens aimer des autres, elle correspond à la manière dont je m'aime. Et s'il y a encore des moments où je sens que l'autre ne m'aime pas, je sais que l'autre est en train de me montrer un aspect de moi que je n'aime pas encore. Oui, et ça c'est vraiment un perpétuel apprentissage où tu es toujours en train de te tester, et aujourd'hui tu as su profiter de chaque expérience, de chaque moment de vie pour continuer à grandir. Les relations sont un véritable cadeau parce que c'est le moyen le plus efficace et le plus rapide d'apprendre à te connaître. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et aujourd'hui, donc maintenant, tu en as fait ton métier. Et aujourd'hui, tu aides des gens. Donc, alors, il y a le livre qui nous permet d'avoir déjà des méthodes pratiques et de connaître un petit peu mieux ton histoire. Mais tu accompagnes aussi avec des rendez-vous. Tu fais des conférences, tu fais plein de choses. Oui, et donc, c'est pour ça que je m'épanouis. Si j'étais enfermée dans un cabinet toute la journée, d'accord, ouais, ça te correspond pas. Non, c'est pas moi. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai réparti mon activité avec effectivement diverses manières de transmettre ce que je veux transmettre. Effectivement, je reçois en consultation. Je le fais autant ici en cabinet. C'est dans ce cabinet que je reçois les personnes sur Paris. Donc on est à Paris, si, on est dans le 5e. Si vous voulez faire appel à Christina. Mais je le fais également par Skype parce que j'ai énormément de personnes qui me contactent dans le monde entier. Et c'est un plaisir pour moi d'accompagner toutes ces personnes. Et effectivement, je fais des conférences. J'ai créé un programme en ligne pour les personnes qui ont vraiment envie de faire un travail de A à Z, qui ont vraiment envie d'apprendre à se connaître et qui ont surtout envie d'utiliser ce programme de manière à devenir autonome. Parce que le plus grand besoin du dépendant affectif, c'est quoi ? C'est d'apprendre à devenir autonome. C'est ça. Sa plus grande peur, c'est la solitude.
Mais la solitude, c'est le vrai salut en fait. C'est parce que la société a véhiculé une image très négative sur la notion de solitude. Mais c'est parce qu'on on confond la solitude avec l'isolement. Et c'est pas la même chose. Et là, je rebondis sur ce que tu m'as dit parce que je trouve ça vraiment très intéressant. Dans les gens que je rencontre, que je coach et que j'accompagne, souvent on me dit « Oh là là, moi mon problème c'est que je suis célibataire depuis plus ou moins longtemps et en fait je pense que si j'arrive à trouver personne et personne de bien, c'est que je dois avoir un problème et que je suis pas normale. » Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire à ces gens-là? D'abord qu'ils sont naturels, qu'ils restent naturels surtout. Hein. Effectivement, en fait, on a tous été conditionnés à rentrer dans des cases. Donc, c'est pour ça qu'on a l'inquiétude, la peur de ne pas être normal. Mais en fait, c'est propre à chacun. Déjà, la première chose, c'est de se demander qu'est-ce qu'on veut, d'identifier notre besoin. Pour certaines personnes, elles sont très bien dans leur célibat. Mais elles ne l'assument pas parce qu'en fait, elles vont se laisser influencer par leur entourage, par la société. Oui, et puis qu'aujourd'hui, c'est marié avec des enfants, c'est la norme. Oh, mais en fait, c'est la norme depuis des siècles. Bien sûr, et mais on a du mal à en sortir. Malgré l'évolution de la société, on en est encore là, on est encore bloqué par ça. Donc, il y a les personnes qui en sont conscientes et qui effectivement se le permettent, se l'accordent. C'est mon cas aujourd'hui. Je sais parfaitement que pour le moment, mon célibat me convient, mais que je me donne le droit de vivre ce que j'ai envie dans les relations. Mais aujourd'hui, je sais identifier mes besoins. Avant, je ne savais pas le faire. Et je me donne le droit de répondre à mes besoins. Donc, rassurons-nous, c'est des gens tout à fait normaux. Absolument. C'est une évidence, mais je préfère quand même le redire parce que nombreux sont ceux qui encore en doutent. Mais quel est peut-être le point que tu leur conseillerais de porter attention, ce qui est le plus important pour eux aujourd'hui quand ils pensent ça? C'est effectivement d'apprendre à s'aimer dans le sens où ils ont besoin d'apprendre à identifier leurs besoins. Est-ce qu'ils ont envie d'être en relation? Est-ce qu'ils ont envie d'être dans le célibat, d'y rester encore? C'est important en fait de définir quel est son propre besoin, mais également d'aller vérifier quels sont les obstacles qui peuvent être là, qui nous empêchent d'être en relation ou qui nous empêchent d'être bien dans notre célibat. Tu sais, parfois, la vie nous invite à travers le célibat à découvrir quelle est la vraie sécurité, celle qu'on a cherchée à l'extérieur de nous dans nos relations. Moi, un des enseignements les plus importants que m'a enseigné la vie à travers les diverses relations que j'ai eues, à partir du moment où j'ai appris j'ai découvert que je vivais de la dépendance affective, j'ai entretenu plusieurs relations parce que je vivais encore dans la peur de l'abandon, dans la peur d'affronter la solitude. Jusqu'en 2012 où là, la relation que j'ai vécue à ce moment-là, ça a été une évidence pour moi que je devais accepter ce que la vie me présentait déjà depuis un bon moment, qui était le célibat, puisque j'arrivais en fait à chaque fois à une fin de relation où la relation ne durait pas. Et en fait, ça a été une évidence à ce moment-là pour moi, ce qui n'était pas le cas pendant toutes ces 10 années, que la vie m'invitait pendant une phase temporaire à accepter la solitude, à accepter une phase de célibat, parce qu'en fait, j'avais une grande peur qui était celle d'affronter la solitude. Et en fait, je l'ai compris que pendant la phase de célibat, que la solitude n'était pas un drame, que la solitude n'était pas de la souffrance. Ça, c'est l'idée à laquelle on a adhéré. Et il y a beaucoup de personnes qui sont célibataires, qui croient qu'elles sont bien dans leur célibat, mais en fait, elles sont toujours pas heureuses dans leur célibat. Parce qu'elles n'ont pas fait un vrai travail sur elles, elles n'ont toujours pas appris à se connaître, elles n'ont toujours pas appris à remplir leur vie de manière agréable, elles n'ont pas appris à s'accomplir individuellement. Et la phase de célibat, souvent, elle nous invite à ça. Mais une des choses que la vie m'a vraiment enseignée à travers cette phase de célibat, ça a été une révélation, là encore pour moi. Effectivement, on vit une phase de sevrage qui est très difficile après la rupture. Parce qu'en fait, on vit, c'est une phase de deuil qu'on vit. C'est ça, exactement. Mais ce qui est génial, c'est que ce qu'on découvre pendant cette phase de célibat, qui est difficile au début, et surtout après cette phase de sevrage, on réalise que la sécurité qu'on a toujours cherchée à l'extérieur de nous à travers nos relations, en réalité, c'était un mythe, c'est une illusion. Cette sécurité, elle existe en nous. Et on ne peut pas la découvrir pendant qu'on est en relation, pendant qu'on est dans une relation toxique, pendant qu'on est dans une relation de codépendance. On ne peut pas la découvrir. On ne peut la découvrir que quand on est en relation avec soi-même.
Et donc voilà, il n'y a pas cette peur. En fait, c'est apprendre à éloigner cette peur de finir vieille avec des chats. Je sais, dans la société ou dans les films, on a souvent représenté la vieille fille avec c'est la ces représentation paroles qu'on donne. Oh, mais t'as 35 ans, t'es toujours célibataire, ou ce genre de choses où les gens te mettent la pression. Oui, c'est des étiquettes qu'on nous a collées. Exactement. Et en fait, on fonctionne à partir de ces étiquettes. En réalité, le but n'est pas de s'éloigner de la peur. Le but, c'est d'embrasser même la peur. C'est ça, de savoir que ça n'en est pas une, en fait. C'est de l'accueillir. En fait, tu vas découvrir que ta peur est une illusion, qu'à partir du moment où tu acceptes de composer avec ta peur. La peur ne s'en va pas. Elle disparaît de ta vie une fois que tu as appris à l'accepter et à l'accueillir. C'est là où tu réalises que ta peur était une illusion. Donc aujourd'hui, parce que tu t'es basé sur, tout ce qu'on nous a des dit. mémoires anciennes, effectivement. On revient d'ailleurs aux croyances. C'est ça. Les croyances, c'est quoi hein? C'est des mémoires anciennes. Les croyances qui sont basées sur de la peur, c'est des mémoires anciennes, effectivement. Donc aujourd'hui, avec ton nouveau bouquin, c'est un peu le sujet principal. Oui, le Donc célibat. voilà, si vous avez envie de creuser, si vous aussi vous vous êtes dit ça, vous pouvez aller découvrir Cristina Marquez sur tous ses réseaux sociaux et aussi avec ses livres et découvrir une fabuleuse personnalité positive. Et voilà, merci pour ton temps parce que vraiment tu transmets beaucoup de bonheur, beaucoup de bienveillance dans tout ce que tu partages et moi j'apprécie beaucoup. Et ce qui me permet de te demander une question importante, c'est d'après toi, quelle est la personnalité positive qu'il faut absolument que j'aille interviewer pour ma chaîne YouTube? Écoute, c'est mon cœur qui va parler. Évidemment, c'est un mentor pour moi. Je vais te dire Lise Bourbeau. Je t'avoue que je m'y attendais un peu. Si vous suivez Cristina, il n'y a pas une grande surprise, mais je préfère les réponses qui viennent du cœur. Donc d'après toi, c'est Lise Bourbeau qui... Moi, je me suis formée avec Lise Bourbeau. Lise Bourbeau, elle est à l'initiative de la transformation dans ma vie, c'est clair. C'est une dame que j'admire énormément, que j'apprécie profondément. Et j'ai longtemps dit, je le pense sincèrement, elle a sauvé ma vie. Elle a changé ta vie complètement. Elle a changé ma vie, mais vraiment, si j'avais pas lu ce livre-là, je ne sais pas si je serais encore là aujourd'hui. C'est beau. Alors très honnêtement. Si elle voit cette vidéo, c'est une belle dédicace, c'est un beau message d'amour que tu lui transmets. Et moi, sur ma chaîne, je vous avais déjà présenté le livre de Lise Bourbeau, qui n'est pas le même, mais qui est un deuxième dont j'aime bien beaucoup parler, qui est Écoute ton corps, qui est aussi un très beau livre, dont ce qu'elle fait de toute façon est toujours dans des valeurs profonde de bien-être, de bienveillance et d'amour de soi. Absolument. Donc, écoutez, peut-être avec une interview de Lise Bourbeau très prochainement. Du fond du cœur. Voilà. Mais avant tout, un très grand merci Cristina pour ton accueil, pour ton énergie positive et puis pour ta bienveillance. N'hésitez pas à la retrouver sur Cristina Marquez un petit peu partout, hein, Facebook, Instagram, le site internet Magnétique au Bonheur. Voilà, c'est ça. Voilà, et puis on se retrouve très bientôt. Est-ce qu'on peut terminer avec une petite phrase? Je termine toutes mes interviews et toutes mes vidéos en disant Be Poms, be positive, be yourself. Et je ne sais pas si tu valides ce message. Ah bah oui, avec grand plaisir. Donc je vais pouvoir l'enchaîner et avec moi j'aimerais que tu termines avec un magnifique Pom Kiss pour dire au revoir à tous nos abonnés et à tous ceux qui ont suivi cette interview. T'es prête? Évidemment, alors je te remercie moi pour cette interview, c'était un plaisir de te l'accorder. Merci beaucoup Christine. Et donc avec grand plaisir, Pom Kiss, c'est ça? Alors je vais dire, je vous dis très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas Be Poms, be positive et be yourself et Pom Kiss.